Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce vendredi 20 novembre. J'espère que vous allez bien. C'est parti jusqu'à 18h pour la dernière de la semaine de ce LGF, le Grand Forum. Et en ce vendredi, comme tous les vendredis, le vendredi c'est Mamie, Tarek Mamie, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment ça va cher Tarek? Très bien, fraîchement dans la rue, Oui. mais sinon très bien. Bon, ça y est, on le sait, le suspense est terminé. Macron s'exprimera mardi à 20h à la télévision. Et moi je vous parlerai d'islam, islam. Oh non. Islam. Encore? La belle histoire est avec nous. Bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe, bonjour Monsieur le Président Mamie et bonjour à vous tous chers auditeurs. J'en profite, si bien évidemment Christophe me le permet, pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon frangin, mon cher Idi, donc joyeux anniversaire à toi. Et j'en profite également, plus tristement, pour adresser mes vœux sincères de condoléances à tous ceux et toutes celles qui ont perdu un proche du fait soit du Covid-19, soit de ses conséquences. Je sais que c'est un moment extrêmement difficile et je pense que nous en sortirons grandis de ces épreuves-là. Mais c'est malheureusement la vie et il faut avancer, mais surtout il faut prendre soin de nous, chacun, nos familles et dire qu'on les aime. J'en profite, cher la belle histoire, cher Christophe, avant de rentrer dans la polémique de la vie, de présenter à mon tour mes plus sincères condoléances, nos plus sincères condoléances à Monsieur Aslam Timol, qui est le représentant de la fédération donc, de Saint-Denis, de la Réunion, qui n'a pas pu assister aux réunions de travail du CFCM avec le président de la République, parce qu'il a eu, d'après ce qu'on me dit, des décès dans sa famille. Donc je lui présente à travers vous et à travers l'antenne mes plus sincères condoléances. Ainsi est faite la vie et vous voyez des batailles de décennies pour faire quelque chose, construire l'islam de France. La mort vous rattrape et vous vous retrouvez donc hors circuit, volontairement bien sûr, mais c'est la vie. Vous nous parlerez certainement de cette humiliation du CFCM peut-être? Tout à fait, c'est islam. Parce qu'il s'agit bien d'une humiliation, on est d'accord. C'est islam, tu t'organises ou je t'organise. C'est ça. Bah oui. Exactement. Et pour le coup, on va pas reprocher à l'État de prendre les choses en main. On va même au bout d'un moment. On va le féliciter, on va le dire clairement. Et mon tweet d'hier, vous l'avez vu, cher Christophe. Tu t'organises et tu t'imposes, ou on t'organise et on te donne 15 jours pour rattraper, pour solder les 17 ans. Est-ce que vous connaissez la belle histoire, amis auditrices, auditeurs, le sultanat d'Oman? Oui, j'imagine que oui. Bon. Très peu. Très peu. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, le sultanat d'Oman. Oui. Il est très discret. Oui. Et on aura bien écouté son ambassadeur tout à l'heure, son excellence, monsieur l'ambassadeur du sultanat d'Oman. C'est pas la première fois d'ailleurs, c'est la deuxième, je crois. C'est la deuxième, oui. Voilà. Donc interrogé par Tarek Mamie, on écoutera à 17h tout à l'heure un extrait, puisque l'interview a été beaucoup plus longue, et on s'intéressera plus particulièrement à la politique étrangère de ce sultanat, voilà, que vous découvrez. Mot que j'ai massacré hier à 4 reprises dans l'émotion. Pourquoi vous l'avez massacré? Parce que je dis pas sultanat, je sais pas ce que j'ai prononcé. Ah, mais bon. D'accord. Vous l'écouterez tout à l'heure. Ah. Vous l'écouterez tout à l'heure. Bon, très bien. On écoutera ça tout à l'heure en direct. On parlera d'islam avec Tarek Mamie. Et puis alors, tiens, je me suis un peu amusé parce que c'est vrai que j'entends beaucoup autour de moi, nous entendons peut-être aussi autour de vous, des gens qui en ont marre de ces lois liberticides de la France et qui décident de s'expatrier pour une vie meilleure, pour rejoindre un pays dans lequel ils se sentiraient mieux. Alors du coup, est-ce que vous êtes prêts à franchir le cap? C'est la question que je vous ai posée. Et alors là, je suis assez surpris. Cher Christophe, 68% disent oui, ils sont prêts à s'expatrier. Cher Christophe, Oui. dans le cadre de la liberté d'expression, il y a une nouvelle, on appelle ça dépêche maintenant, parce que jusque-là on les appelle circulaires, sur le boycott des produits israéliens. Ah. Et dans le chapeau, c'est bien écrit, dans le cadre de la liberté d'expression, garantie par là, je vous demande, messieurs les procureurs, on en reparlera. Et je vous passerai le texte. Très bien. Allez, quelques petites questions. Nous sommes, messieurs, dames, le 20 novembre. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. D'ailleurs, une date importante, puisqu'on le célèbre chaque année, c'est le 29 novembre prochain.
C'est cette fameuse journée consacrée, internationale, consacrée à la solidarité avec le peuple palestinien. Ça sera le 29 novembre et on y consacrera une large partie la semaine prochaine parce que, bah, évidemment, le LGF, c'est pas le dimanche. Hein, donc le vendredi. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, mais oui, non, mais c'est la messe le dimanche, monsieur Mamie. Oui, alors, vous avez toujours dit que LGF, c'est la messe de France Maghreb 2. Ah, oui, mais non, c'est le vendredi la messe. Bon, quelques petites questions en rapport avec le 20 novembre. Qu'est-ce qui a été adopté, messieurs, à l'unanimité par l'ONU en 1989? Il s'agit d'une convention, mais laquelle? L'enfant? Oui, bien de bonne réponse. C'est le droit de l'enfant, la convention du droit de l'enfant adoptée en 1989. Donc c'est la journée internationale du droit de l'enfant aujourd'hui, des droits de l'enfant aujourd'hui, à travers le monde. Quel artiste, pardon? Carla Bruni? Non. Quel artiste présente son fils en le tenant à bout de bras? Vous vous souvenez de ces images du haut d'un balcon? Oui, c'était en 2001 et c'était bien Michael Jackson. Bravo, la belle histoire. Ça avait fait la polémique, hein, on s'en souvient à l'époque. Qui a été élu à l'âge de 81 ans à l'Académie française en 2008. Elle a occupé le fauteuil occupé jusqu'alors par l'ancien Premier ministre Pierre Messmer, décédé lui en 2007. C'est une femme, mais de qui s'agit-il? Alors, ou Simone Veil, oui, bah c'est ou Marguerite Yourcenar. C'est Simone Veil, absolument. Oui. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, c'est ça. Surtout à cet âge-là. Oui. Marguerite Yourcenar, c'était la première, je crois. Oui. La première femme. Ouais. Je cherche à présent le fondateur des magasins Leclerc, né en 1926. Édouard. Monsieur Leclerc, le père de son fils. Édouard, effectivement. Et c'est Michel qui a pris la relève. Michel Édouard. Et contrairement à ce qu'on croit tous, l'enseigne Leclerc n'est pas comme Carrefour ou comme les autres. C'est pas une société. C'est une multitude de sociétés qui portent c'est des franchises, oui. Ils achètent ensemble, ils portent la même marque pour avoir le droit à tout ce que le groupe a, mais c'est des magasins indépendants les uns des autres. Très bien. Je cherche à présent un homme d'État américain. Alors, il a été vice-président. Joe Biden. Et il est né en 1942. Et effectivement, c'est Joe Biden qui est né en 1942. Et un 20 novembre, bon anniversaire, monsieur le nouveau président. Et on le saluera ou pas le 14 décembre, puisque ça continue à débattre. Oui, ça débat. Non, mais ça débat sérieusement en plus. Attention. 78 ans quand même. C'est le plus vieux président des États-Unis en poste. Hein. Ah non, élu. Non. Élu à cet âge-là. Élu à cet âge-là, effectivement. Bonne reprise. Et je cherche, et pour finir, une chanteuse soprano américaine. Elle est née en 1948. Vivante? Je crois qu'elle est vivante. Oui, elle est vivante. Barbara, oui. Hendricks. Elle est vivante, on est d'accord. Hein, oui. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Barbara Hendricks, effectivement, née en 1948. Je sais pas si elle a un lien avec Jimi Hendrix. Je ne crois pas, non. Son fils, non. Je sais pas. Je suis pas sûr. Mais on se renseignera, éventuellement, on peut trouver un lien. Les auditeurs. Non, on l'aurait su depuis 30 ans quand même. Oui, quand même. Non, mais je veux dire, Itache qui écoute tous les vendredis, cherchez-nous sur Wikipédia. Itache, il écoute que le vendredi? Non, tous les vendredis. Je vais l'appeler. Hein, non, il écoute que le vendredi. Non, il écoute tous les vendredis. Ah, d'accord, mais pas que le vendredi. Non, pas que le vendredi. D'accord, j'espère bien. Non, il écoute. Je te salue. Salut Abdeslam, il écoute tout le temps. Bon, allez, mes amis, dans un instant, donc, Islam. Avec Tarek Mami, parce qu'il y a eu des petites infos importantes cette semaine et le Conseil français du culte musulman est un peu en pression en ce moment. En pression par qui? Par le président de la République Emmanuel Macron. Tarek Mami vous expliquera. On sera rejoint, s'il n'a pas de problème de scooter, par Farid Temsamani sur France Maghreb 2. La belle histoire. On sait tout à France Maghreb 2. Qui a fait quoi, qui a mangé, qui a déjeuné, qui n'a pas déjeuné. C'est ça. Et qui a une voiture et qui a une moto. C'est ça. Et qui rentre à pied ou à quatre pattes. Ma belle histoire, à tout à l'heure pour nous écrire l'émission. Et puis tiens, j'en profite avant de te retrouver tout à l'heure, que la semaine prochaine, on va se lancer un petit défi. Tous les auditeurs qui interviendront dans le LGF toute la semaine prochaine devront nous donner un mot. Et le mot devra être utilisé par la belle histoire dans sa chronique de vendredi. Et moi je rajoute, celui dont le mot sort utilisé, on lui enverra, s'il habite dans une ville dans laquelle il n'y a pas de radio FM, on lui enverra une radio DAB pour qu'il puisse écouter la radio dans sa ville s'il n'y a pas de FM. L'objectif étant que la belle histoire utilise tous les mots qui lui seront donnés. Oui. Voilà. Par les auditeurs, ils auront un mot à nous donner.
Avec plaisir. Et je crois que ça va être un exercice intéressant, en plus évidemment du résumé de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, La Belle Histoire, à tout à l'heure. Islam. Ça peut peut-être être un titre de la chronique. Islam et salam. Et salam. Voilà, bien joué. À tout à l'heure, salam, La Belle Histoire. Restez bien avec nous, un peu de pub et on est de retour et pour parler islam et salam à tous. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Tarek Mami, avec Farid Tamsamani en direct sur votre radio France Maghreb 2 en ce vendredi 20 novembre. Merci d'être avec nous encore une fois. Et donc, Tarek, il est temps maintenant de vous écouter, nous dresser cette actualité ô combien chargée cette semaine concernant l'islam de France. Tarek. Islam de France, islam en France. C'est ce que vous ne cessez d'entendre quand vous êtes dans une voiture, quand vous allumez votre télé, et même quand vous passez devant un kiosque, s'il y en a un qui est ouvert et qui expose des journaux. Résultat des courses, mon slogan à cet effet, c'est « Tu t'organises ou on t'organise ». La douche froide était attendue depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis 1981. Elle est arrivée en cette fin d'année 2020. Avant 1981, il n'y avait pas de problème d'islam. Il n'y avait pas de question d'islam. Pourquoi ? Tout simplement parce que les étrangers n'avaient pas le droit, avant l'élection de M. Mitterrand, d'être dans les associations. Et donc la question était réglée, c'était des étrangers, les musulmans c'était des étrangers, les Français de confession musulmane étaient minoritaires et la question ne se posait pas. Et vient l'élection de M. Mitterrand en 1981. Ce dernier, peut-être de bonne foi, ouvre la boîte à Pandore en disant que tout un chacun qui vit en France a le droit d'être membre d'une association, voire de créer une association et de devenir président d'une association. Et c'est comme ça qu'on va retrouver une avalanche de présidents d'associations, c'est-à-dire de patrons d'associations, c'est-à-dire avec la construction des mosquées, de patrons de mosquées. Et on a eu comme ministre de l'Intérieur qui se sont assis au chevet de cet islam, M. Jox, M. Chevènement, M. Pasqua. Et arrive enfin Zorro, M. Sarkozy en 2003, qui va lancer le CFCM. C'est M. Sarkozy qui a signé la création du CFCM. Le projet était dans les territoires, dans le tiroir. Le projet était travaillé par M. Chevènement, le premier, mais il n'a jamais abouti. Et depuis cette date, les musulmans se sont retrouvés à la fois représentants de l'islam, représentants des musulmans, et ont commencé à jouer « Je t'aime, moi non plus ». À ce jeu, chacun joue son jeu de chef qui reçoit des ordres de son pays d'origine, quand bien même, dans l'intervalle, il est devenu français. Et voilà les ambassadeurs, les consuls, qui gèrent cet islam de France, baptisé depuis l'islam consulaire. Sur ces entrefaits, ceux qui exigent de devenir président de CFCM participent aux élections et les autres boudent ces élections. Et pataquès, les actes terroristes arrivent, les caricatures arrivent et tout le monde devient spécialiste de l'islam. Macron élu, sur un discours d'ouverture, se retrouve volontairement, involontairement, de bonne foi, de mauvaise foi, en train de vouloir gérer cet islam de force, miné par le système,
lui-même pris entre ceux qui le poussent dans un sens et ceux qui le poussent de l'autre. M. Macron, qui avait déclaré en Algérie que la colonisation était un crime contre l'humanité, se retrouve avec son discours de Miro sur une ligne, 3/3 j'organise, 1/3 c'est la faute des conditions sociales. Et très vite, on oublie les conditions sociales et on prépare une loi sur le séparatisme. Et c'est là où le bas blesse. C'est le président de la République, malgré la loi de 1905, de la laïcité, de la séparation de l'État et des églises, qui reçoit à plusieurs reprises les représentants du CFCM. Et la dernière, c'était avant-hier. Ce n'est pas le CFCM qu'il reçoit, mais ce sont les 9 fédérations composantes. Et le discours est clair. Vous avez 15 jours pour vous adapter, pour écrire donc une charte des valeurs de la République, une charte pour la constitution d'un CNI, Conseil national des imams en France, et on clôture tout ça avec l'édito du Figaro ce matin, ultimatum pour l'organisation de l'islam de France. Ultimatum, ça veut dire vous faites ou je fais, et je reviens à mon slogan préféré, Islam de France, tu t'organises et tu t'imposes, ou on t'organise. Question aux auditeurs. Aujourd'hui, est-ce que ce sont les musulmans qui doivent s'organiser, ou est-ce qu'ils vont attendre, pour vous, que l'État les organise? Le Figaro parlant même d'un concordat, c'est-à-dire un chef qui parle, et des gens qui exécutent. Bonne question à laquelle on vous invite à répondre, cher Farid. Oui. Je t'ai vu au moment du CFCM 2003 Sarkozy, t'as réagi. Oui, non, parce qu'en fait, bon, je respecte ce qui vient d'être dit. Non, mais, non, je vous demande pas de respecter ce qui a été dit. Je respecte non, il faut respecter les faits. Je suis pas forcément d'accord avec qui a mis le chevènement en place? C'est M. Chevènement. Non. Eh bien si. Non, il est pas. Eh bien si. Non. Eh bien, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le CFCM a été créé par l'ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement. Il l'a préparé. Et là où je suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous avez dit, et notamment sur pourquoi en fait on aborde la notion d'islam de France, et pourquoi d'ailleurs ça posait pas de problème soi-disant avant. Ça n'est pas les années 80, c'est pas les années d'ailleurs 80 qui est c'est pas 81, c'est pas Mitterrand qui a permis, même si Mitterrand a permis que des étrangers s'engagent dans des associations, c'est pas ça qui a posé problème avec l'islam, pas du tout. C'est une question purement démographique. L'islam de nos parents, il était essentiellement, je dis bien essentiellement, ce qui n'est pas complètement vrai, un islam d'immigration. En réalité, lorsque les gens se sécularisent d'une manière ou d'une autre et vivent dans ce pays-là et se réclament du pays, effectivement, l'État, parce que l'État français, et notamment dans tous les États, en fait, organise non pas les religions, mais aime contrôler ce qui se passe sur leur territoire. La difficulté que nous avons dans notre pays, c'est que l'islam est une religion minoritaire, et non pas majoritaire, parce que l'organisation des cultes, je pense de tous les pays musulmans où il y a une majorité de musulmans, l'État organise le culte. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, tout ce que vous voulez, l'État organise le culte. Il se trouve qu'ici, la religion musulmane, elle est composée de fidèles qui sont minoritaires numériquement. À partir de là, la République voudrait que les musulmans s'organisent eux-mêmes. La difficulté, c'est qu'il y a autant d'islam que de musulmans, si je caricature un peu. On a parlé tout à l'heure notamment du Saint-Coran, mais je peux vous garantir une chose, c'est que les gens ne connaissent même pas la différence entre le sunnisme, le chiisme, les écoles, les 4 écoles chez les sunnites, etc., etc. Et quand on est essentiellement sur un islam, pas 100%, mais essentiellement issu de l'immigration, vous avez des chapelles historiques liées à des pays, ce qu'on appelle, et ce que vous l'avez parfaitement dit, ce qu'on appelle l'islam consulaire d'une certaine manière. Et donc du coup, à un moment donné, l'État, dans les années 90, dit bon bah organisez-vous ou c'est moi qui le fais. Donc bien avant même Chevènement en vérité, parce que les gens ne savent pas, c'est que dans tous les gouvernements de la Ve République, il y a un ministère qui s'appelle le ministère de l'Intérieur et chargé des relations avec les cultes, et non pas des cultes. Parce que c'est là que les gens parfois font de la manipulation, c'est des relations avec les cultes. Et le titre officiel aujourd'hui, il n'y a plus le mot
Et c'est devenu ministère de l'Intérieur et du culte depuis Sarkozy. Exactement. Et moi, j'ai connu quelqu'un qui a été à la genèse d'une partie de ça, qui est feu maître André Damien, qui sous Pasqua, effectivement... Oui, il était responsable du bureau du culte. Exactement. Donc, quelqu'un qui était... Bon, c'était un des patrons de ce qu'on appelle l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de la sécurisation du culte catholique à Jérusalem notamment. Donc du coup, c'est quelque chose de très ancien. Et concernant les musulmans, en vérité, je vous ai parlé de religions minoritaires. C'est que dans notre pays, en France, en fait, il y a d'autres religions minoritaires. Et la République française, en fait, ce que les gens... l'histoire, en fait, c'est toujours intéressant. C'est que la France est un pays de culture, ou appelez ça comme vous voulez, une culture de catholique. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'immense majorité des gens qui ont peuplé et qui peuplent encore la France, bien avant la République, en fait, étaient de confession ou de culture catholique. Bien sûr, il y a toujours eu des minorités, notamment les Israélites, les protestants, qui ont toujours existé sur le territoire français. L'islam, à cette époque-là, n'existait pas. Elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, est essentiellement issue, même si c'est pas vrai à 100%, issue de ce qu'on appelle l'immigration. Et donc, si on compare par exemple les autres cultes minoritaires, la République les a toujours encadrés, non pas volontairement, mais c'est qu'elle leur disait, soit vous vous organisez, soit c'est moi qui le fais. Et concernant d'ailleurs les Israélites, en fait, la République française les a même matés. Il y a la fameuse histoire de Napoléon qui les mate, si je dis pas de bêtises, en 1804-1805, avec la création du fameux consistoire. Et le consistoire, c'est quoi? C'est la force de la République, donc de l'État, parce que l'État, en tant qu'organisateur, non pas des religions, mais organisateur de la vie en société, veut absolument avoir des interlocuteurs. Ce qui se sont cassés les dents sur les musulmans, parce que l'immense majorité des musulmans en France sont sunnites, et dans la partie sunnite, contrairement au chiisme notamment, le clergé n'existant pas. En vérité, c'est un faux débat, parce que le clergé n'existant pas, mais chez les sunnites reconnaissent notamment les théologiens, notamment l'imam, pour faire très court, mais surtout les gens qui ont la science islamique. La difficulté, c'est que lorsque soit de la politique, soit des intérêts étrangers viennent se mêler à cette chose-là, notamment dans notre pays, la France, mais on peut parler de l'islam en Belgique, en Allemagne. Vous savez, les Allemands, En fait, faut rajouter à votre phrase de minoritaire. Oui, pardon. C'est que jusque-là, les musulmans ont toujours été majoritaires dans les pays dans lesquels ils vivent. Tout à fait. Donc la force politique existante, quel que soit le porte-canon, elle gère ce culte. Et c'est la première fois, même en Andalousie, pour faire simple. Oui. Et c'est la première fois... C'est pour ça que je ne suis pas choqué, moi, de ces débats-là, malheureusement. Et c'est pour la première fois où des musulmans se retrouvent en minorité sans un chef, alors qu'ils n'ont pas la tradition du chef, en dehors des chefs. On va écouter Lotfi, si vous le voulez bien. Lotfi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Attendez, j'éteins ma radio. Voilà. Oui, vous nous appelez d'où, cher Lotfi? De Dijon. De Dijon, soyez le bienvenu, Côte d'Or. On vous écoute, Lotfi. Alors, oui, allô? On vous écoute, cher Lotfi, allez-y. Ok. D'abord, je voulais vous remercier pour l'émission, c'est formidable. Et ça fait vraiment du bien de vous écouter, cher Christophe, vous inviter. Et puis alors, secondo, sur le sujet de l'islam, je suis abasourdi. Moi, je suis complètement décontenancé de la situation, comment Macron et son gouvernement traitent les musulmans aujourd'hui en France. Et toute l'histoire de l'islam, hein, c'est une grande histoire. Je redécouvre ça. Moi, je m'intéresse à l'histoire et je découvre que c'est une grande civilisation d'empire avec une architecture, avec toute une histoire. Et aujourd'hui, on en est réduit à être avec des ultimatums, comme disaient vos invités dans le Figaro. C'est où vous vous comportez en citoyen de la République, le respect de ceci, le respect. Je veux dire, c'est continuellement une forme je veux dire, c'est extrêmement, on est réduit, je veux dire, on n'est plus respecté, absolument plus respecté. Et la grandeur de ce qu'a été l'islam, et pas que l'islam de l'Espagne, il y a eu en Irak, à Bagdad, Babylone et compagnie, après
après Babylone. Mais je veux dire, aujourd'hui, voilà, on a Chelgoumi, et je voulais dire quelque chose qui m'a fait vachement plaisir ce matin. C'est Khaled Benchek, là, que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est un homme très éclairé, qui parfois... Il sera bientôt sur les ondes de Radio France, de France voilà. Maghreb, excusez-moi. Il exagère un peu, mais il a dit que Chelgoumi, qui voulait plus en entendre parler, que c'était un ignorant, et pour une fois, ça fait du bien d'entendre de la part de Monsieur Khaled Benchek, que je suis pas toujours d'accord avec lui par rapport à ça. C'est bien, parce qu'il se fait une de ses virginité médiatique, notre Khaled Benchir, magnifique. Mais c'est la règle. Sur le dos de l'imam Chelgoumi. Stratégiquement, il a été extraordinaire sur ce coup. Alors que la veille, une bonne partie des musulmans lui crachaient dessus lui aussi. Oui. Oui, voilà. Mais pas pour les mêmes raisons. Évidemment. Ça s'appelle la gestion émotive de la population. Non, mais pas pour les mêmes raisons, on est d'accord. Pas les mêmes raisons. Oui, on peut pas comparer la comparable. Non. Alors, on pourrait même poser une question. Est-ce que vous préférez être représenté par M. El-Béchir ou par M. Chelgoumi, et vous verrez la réponse des gens dans la rue. Non, dans la rue, je dis. Le micro-trottoir. Il y a même une ministre, je crois, une secrétaire d'État aussi, qui a critiqué Chelgoumi, qui disait que c'était pas possible que cette personne représente. Et en plus, il y a une très grande majorité. Moi, j'ai tous mes amis, quand on parle de Chelgoumi, on en rigole, c'est pas possible. Et comment ils ont pu... c'est comme... c'est colonial, quoi. Je veux dire, on vous prend quelqu'un, là, voilà, qui va vous représenter le plus ignorant de tous, parce que là, on parle de très grande ignorance. Mais il représente personne, c'est ça que... Mais lui-même le dit. Et lui, il représente personne, mais quand vous n'êtes pas dans cette sauce, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cher Farid, que vous voyez ce type, ce monsieur, dans toutes les télés, à France Culture, dans une émission qui s'appelle Les chemins de la philosophie. Oui, vous dites, moi, auditeur. La culture, elle a quand même pris un coup, quand même. Non, mais vous dites, moi, citoyen normal, ça doit être le chef des musulmans, c'est tout. Bah oui, voilà, et passer, et puis faire un livre avec l'autre de Pujadas. On voit qu'il est inféodé, mais surtout, il est totalement inféodé au CRIF. Je veux dire, avec ses voyages en Israël, avec Caroline Fourest. Il y a tout pour nous mettre en rage. Tout. On dirait que mais pourquoi mettre en rage? Je comprends pas, là. C'est organisé. Farid, qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, les gens mélangent beaucoup de choses. Pourquoi? Il faut faire la genèse. On va parvenir sur le personnage, pourquoi il a été rattrapé dans l'avion, notamment parce qu'il devait être expulsé et il a été mis à mort. Alors, il a été, puisque vous ouvrez la boîte à Pandore, il a été rattrapé par qui? Par l'ancien président de l'UEF, si je dis pas de bêtises. Et lui, M. Chelgoumi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande? Non mais qu'est-ce qu'il demande dessus, y a pas de souci. Et il demande la dissolution de l'UEF. Exactement. Voilà le personnage. La question c'est... je voulais pas en parler. L'idée c'est pas de devenir le pourquoi il en est là. Pourquoi, et l'auditeur le dit pertinemment, cher Tariq Mami dit, pourquoi il est invité partout, etc. C'est parce que malheureusement, il fait partie des rares personnes qui, même si ça choque certaines personnes, qui a eu un discours que nos concitoyens français souhaitaient un discours d'ouverture. Ce qui nous emmerde, c'est que c'est ça lui qui l'ait porté. Non, il n'a pas de discours d'ouverture. Là, bon, moi je ne vais pas faire l'émission sur M. Chelgoumi, on la fera une autre fois. Mais les discours, excusez-moi, les discours d'ouverture est un discours global sur l'islam, sur la justice, sur plein de choses. Et quand vous avez quelqu'un dont le citoyen français de culture musulmane regarde dans la vidéo embrasser le représentant de l'armée israélienne pour vous dire vous êtes dans la raison, ils sont dans le tort, il y a quand même une dimension émotion que vous avez décriée tout à l'heure. À part la dimension extérieure. Non, il y a cette dimension-là. Qui est critiquable. Non, mais bon, on fera un autre jour et on l'invitera. Est-ce que je peux dire un truc à notre auditeur? Oui. Moi, j'inviterai, s'il accepte, M. Chelgoumi ici, on parlera en toute franchise. Parce qu'il y a de quoi faire. Est-ce que je peux dire un truc pour résumer, juste pour dire qu'une grande civilisation qui a été l'islam, et aujourd'hui on en est réduit à ça, franchement ça fait très, très mal. Pour répondre à la question de Tarek, Lotfi, est-ce que vous êtes à ce que les musulmans essaient de s'organiser entre eux, on voit que ça peine quand même, ou est-ce que c'est à l'État maintenant de franchir le cap, de passer à l'étape supérieure et d'organiser ce culte qui peine à s'organiser dans ce pays. Moi, je pense que c'est aux musulmans de s'organiser. Oui, mais on a vu l'échec. Il n'est pas temps quand même. L'État n'a pas, je veux dire, je crois que c'est un État laïque, c'est ça. D'accord, mais l'État a besoin d'interlocuteurs quand même. Dans l'islam de France. Non, mais l'autre fait, oui. j'entends moi ce que vous dites, moi, tous ces gens qui nous disent oui, c'est pas l'État, ceci, cela, mais
Qu'ont attendu les musulmans pour le faire? 17 ans depuis Il 2003. y a rien, il y a que des divisions au sein de cette communauté quand vous prenez les différentes fédérations vous qui aurez existent toujours entre des eux. divisions. Mais oui, non mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être à un moment de se retrouver dans un intérêt Parce commun, que Farid? pardonnez-moi, mais il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Ah oui, il y a bah, donc, un donc leader on tourne en rond. charismatique, Mais un homme intellectuellement. mais Dieu merci, il n'y aura jamais de Il y leader. avait- C'est pas de leader qu'on Tariq demande, on Ramadan veut des qui interlocuteurs, c'était un l'État. philosophe qui n'avait Non mais absolument heureusement rien à voir qu'il. là-dedans. Mais moi je suis Mais- contre un leader. Non mais d'accord, mais des interlocuteurs. Parce que vous êtes Farid. pour des Mais des- représentants, par mais- exemple dans le domaine du culte, que des gens qui connaissent le culte parlent Alors du c'est culte. très très bonne question. Voilà. On parle de quoi chez les musulmans? Comment les autres religions sont organisées? Ils sont organisés sur la base d'un culte. Oui, c'est tout. Mais le culte, il est déjà organisé en France. Il est pas Il organisé est par critiquable. l'État. Non, le CFCM est très critiquable, mais il s'occupe du culte. Or, ce que les gens Enfin, il qui s'occupe, nous... pardon. Ah si, il représente le culte. Ouais, Là 30 où... 000 euros de budget l'année. Non mais, j'ai dit que c'était critiquable. Oui, non mais d'accord. Mais excuse-moi, Christophe, alors moi je pose Qui est toujours... à la tête de ce CFCM? Moi, depuis des je années pose- la plaque tournante Maroc, Algérie, Turquie. Ah, Donc c'est on là en que c'est revient- critiquable. Ah, voilà, donc l'islam Mais tu peux consulaire pas est encore dire. là. Non mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est critiquable. Mais on peut pas dire que ça, il n'y a pas d'organisation. La seule chose, c'est que les gens veulent quoi? Considèrent que parce qu'ils sont de culture ou ils se réclament de l'islam, ils veulent des représentants. Mais la Du vérité, c'est culte musulman. non, parce que les gens ils s'en foutent du culte. Oui. L'immense majorité des gens qui vous disent je suis musulman ne mettent jamais mis les pieds dans une mosquée. Oui, mais ils veulent que pour le ramadan, avoir quelqu'un qui Donc, leur dit. Et le sans problème, attendre c'est l'Arabie que quand Saoudite. vous avez des gens qui maîtrisent la théologie et qui maîtrisent le culte musulman et qui n'ont pas le même discours que la masse victimaire, et ben en fait, ce sont des gens qui Ouais, se mais font Farid, lyncher. Farid, pardon, Ouais, mais il y a- quand l'État. excusez-moi, mais il y Pardon, avait un Lotfi, mot- il y a juste un souci. Quand l'État souhaite parler aux musulmans, à qui s'adresse-t-elle? Mais ils souhaitent s'adresser à quel type de musulmans? À ceux qui pratiquent la religion? Oui. À ceux qui aucune. pratiquent la religion? Aucune. Techniquement parlant, pour moi, techniquement parlant, le CFCM pourrait être un interlocuteur. Pourrait. Je dis bien pourrait. Pourquoi Donc il ne l'est Il y a un pas? problème déjà. Voilà. Non, et pourquoi il ne l'est pas? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai parlé tout à l'heure des vagues d'immigration. Parce que vous et moi, ou les gens qui se réclament de l'islam, sont encore ancrés dans une vision d'un autre État. Exemple, vous avez les gens, on va pas se mentir, qui se réclament soit du Maroc, soit de l'Algérie, soit de la Tunisie, soit de la Turquie, soit des pays La Tunisie a subsahariens. rien fait La pour le Tunisie, coup, là. pas grand chose. Un peu moins, Pas grand un peu chose. moins numériquement et un peu moins parce qu'il y a moins de moyens financiers sur le contrôle de leurs sbires en France. Sbires au sens Citoyen, de leurs citoyen, citoyens. de leurs C'est- Voilà, c'est pas. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Mais c'est pour ça que moi ça me choque. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Et quand même, vous avez parlé de Ghaleb Benchir, qui aujourd'hui, bien sûr, est le sauveur parce qu'il s'attaque à Chalgoumi. Non, il n'est pas le sauveur parce qu'il s'attaque à Rel. Si, si, Parce si, que. si, parce si, que. si. Non, mais. Si, si, non, si, non. si, si. C'est ce que nous a dit non, notre non. auditeur. Non, excusez-moi. Il l'était déjà un petit peu parce C'est que pas quand. vrai. Non, mais attendez. Faites un tour dans les trucs comme moi. Parce que quand il parle en langue française en parlant d'islam, il donne l'impression de savoir ce qu'il parle. Écoute, Et les gens qui ne connaissent rien au culte. J'adore Oui. Ghaleb Benchir. Oui. Intellectuellement parlant, c'est extraordinaire. Oui. Et les Or- gens regardent ce côté-là. Ils Non, regardent c'est pas vrai. Ah oui. Non, je peux vous dire que avant la polémique, avant la plainte Ouais. de l'imam Chalgoumi, enfin de monsieur Chalgoumi sur Ghaleb Benchir, l'immense majorité des gens disaient de ce monsieur-là qu'il était complètement déconnecté Si des vous voulez. musulmans Oui. de France, qu'il était complètement hautain, etc., etc. Oui, parce qu'il a eu des déclarations sur le foulard. Par exemple. Voilà. Non mais même les gens qui le côtoient. La vérité, c'est ça. Et pourtant, intellectuellement Donc, parlant, donc on c'est est comme extraordinaire. nous tous, et je m'inclus pas dedans, parce que moi je dis qu'il y a 6 millions de musulmans de culture, Voire plus, hein. non, mais de culture, Voire beaucoup plus, ou, même. ou de culte. Occupez-vous des responsables du culte, de ceux qui sont dans le culte, et ceux qui sont dans les mosquées, et foutez la paix aux autres. Alors c'est pour ça qu'il y a un souci, c'est que pour Foutez moi, la paix aux autres. pour moi, les musulmans sont complètement actifs dans la vie de la société Ouais. de tous les jours. Il y a effectivement chez une partie d'entre eux, il faut pas le minorer, effectivement une volonté, parce que la République n'a pas joué son rôle, une volonté non pas de séparatisme. Il n'y a pas un territoire en France où on dit voilà, on vous demande de l'indépendance. Enfin, si je connais un peu la Corse, à une époque, ils le demandaient. Et les Mais c'était pas les et- musulmans qui et le les demandaient. Bretons aussi un petit peu. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, il y a du séparatisme. Mais non pas. Pour moi, pourquoi il y a. Mais tu tournes autour du pot, Farid, pardon. Parce que tout à l'heure, quand je te pose la question, tu m'as répondu pourrait. L'État doit discuter avec les musulmans aujourd'hui parce qu'il y a un souci en France, je sais pas, etc., avec les musulmans.
Mais je vais Elle te parle à qui? À qui elle parle? je peux te répondre, Christophe. Macron convoque qui dans le bureau? Macron, de manière très factuelle. Ouais. Moi, mon défunt Tu m'as père. dit pourrait, ça me dérange, Ah non, moi, mais le pourrait. je vais t'expliquer. Mon défunt père, paix à son âme, là, Darahmo. en ce vendredi, il a été notamment président d'une mosquée. Bon, Ouais. à une époque. Bon, bah, il y a des choses qui s'organisent de manière très claire. Par exemple, l'abattage rituel. L'abattage rituel, on va s'adresser à qui? On va faire un sondage auprès des musulmans? Ou on va dire, bon, est-ce qu'il y a une organisation dans telle commune qui, effectivement, potentiellement, gère un lieu de culte? Bon, bah, monsieur, est-ce que vous voulez bien vous asseoir à notre table pour essayer qu'on organise au mieux soit l'abattage rituel, soit les prières des Eid, etc., etc. On fait quoi, sinon? Mais à On qui fait un parle, sondage, Farid? on fait... À hein qui on parle? Tu réponds pas à ma question. À qui parle-t-on? aux structures, pour moi, aux structures... Quelle structure? Pour moi, aux structures qui gèrent les lieux de culte. Mais qui gère les lieux de culte? C'est le CFCM. Non, le CFCM, en fait, c'est une organisation qui est critiquable, encore une fois. Tu vois en soi la difficulté. C'est que moi, je suis Emmanuel Macron, je suis Gérard Non, mais excusez-moi. Darmanin. À qui je vais parler? Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Dans une ville, Il faut essayer de comprendre la complexité oui, quand même. dans une ville, il y a 4 mosquées. Ouais, Une qui est membre de CFCM, ouais, 3 ne sont pas membres de CFCM. ouais. Moi, je suis préfet. Je vais parler aux musulmans de cette ville. Bah, je vais Comment aller je fais? reconnu par le Il CFCM. parle, Attends, il parle aux 4. Non. Quand tu parles aux 4, avant-hier à Dijon, le préfet, dans sa grande gentillesse républicaine, on a appelé un parce qu'il est le plus âgé et il a le plus d'aura. Il lui a dit, s'il te plaît, tu organises avec les autres. Ça marche pas. Il est venu tout seul. Ouais, exactement. Grâce. Donc, le préfet, qu'est-ce qu'il fait la je connais prochaine pas fois? l'histoire, je connais Non, mais exactement. je vous donne. Qu'est-ce qu'il va la prochaine fois? Il va envoyer 4 gendarmes C'est ça. pour faire venir les 4. Et nous ou les autres, on va crier. Excusez-moi, Regardez cher comment Tariq l'État. Mami, avec tout le respect que j'ai pour tous les gens qui gèrent les lieux de culte. Ouais. Attention. Ouais. Les gens qui se lèvent avant la prière du Fajr, qui passent l'aspirateur, qui payent les factures, etc., etc. Ils payent les factures avec l'argent de qui? Écoutez, Non, mais allons jusqu'au bout. Parce Avec- que quand on ouvre un Oui, dossier, oui. ce sont les musulmans qui prient dans On les a toujours mosquées. pas répondu à pas ma toujours, question. pas hein. toujours. Ah oui, de sa poche. Je vous promets que ça arrive. Alors il y en a 1 sur 10 000. J'ai On pas a dit toujours qu'il pas était répondu à ma question, Je vous hein. jure que ça arrive. L'État parle à qui? Ça, aux gens qui gèrent les lieux de culte. Qui ne viennent pas Mais ensemble mais- et qui non, s'entendent mais pas je dans suis la Emma- ville. Non mais d'accord Farid, tu tournes autour du pot. Ouais. Bah quoi? Mais les gens qui gèrent des... Bah, donne-nous des noms, moi je veux des noms. Moi je suis Emmanuel Macron, je dois parler aux musulmans. À qui je m'adresse? Mais Christophe, il y a combien de mosquées en France? 3500 pas officiels. Il y en a 3500 officiels. Officiels. Bah, il y a 3500 personnes qui gèrent des lieux de culte. Non, mais Oui, je vais et pas il faut les convoquer amener 3000 tous à personnes l'Élysée. pour me parler, oh. Non, pas à l'Élysée. Oui, mais au c'est ministère ce que de je te l'Intérieur. parle. Je te pose comme question. Mais à l'Élysée. dans chaque sous-préfecture, Ouais. vous avez des gens qui travaillent avec eux, qui ont des échanges avec eux. Je vous le garantis. Donc, Il faut Donc, arrêter. je convoque combien de personnes, moi, pour parler aux musulmans? Pour que les Non, autres attends, suivent. tu parles de quoi là? Tu parles des Je musulmans ou te du parle culte? depuis tout Non, à du l'heure, je te culte. pose la même Non, question. Là, vous mélangez les choses. C'est qu'il y a une différence entre le culte Non, non, musulman des et les cultes, musulmans. Du culte Deux choses musulman. différentes. Des gestionnaires du Ce culte qu'on musulman. voudrait, c'est on voudrait des gens qui parlent aux musulmans. Et moi, je n'y crois pas et je n'y suis pas favorable. D'accord, bah donc comment Par on fait contre, alors? des gens qui parlent à des cultes musulmans, Oui. ça c'est organisé. Il faut parler du J'ai un CFCM. problème avec des écoles coraniques ou avec des. J'ai un problème avec l'enseignement de la langue arabe. J'ai un problème avec, je sais pas moi, avec des prières de rue. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des prières de rue côté catholique. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça n'a pas fait autant de bruit. Et ils ont copié, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. il y a eu du bruit quand même. Non mais tous ces problématiques, Farid. Oui. Moi, je suis voilà le ministère de l'Intérieur ou le président de la Eh République. ben, c'est très À simple. qui je m'adresse Si c'est des écoles coraniques Parce qui que sont pour les issues- juifs, ils savent à qui s'adresser. Hein. C'est très clair chez les juifs. Mais, Christophe, on a dit tout à l'heure que chez le culte sunnite, Il n'y avait pas de clergé. Oui. Oui, non mais d'accord. Bon Mais bah notre épreuve dans ce bas monde, c'est quoi vu qu'on n'a pas de clergé Bon, et qu'on est une religion minoritaire dans un pays? on crée quelque chose. pour On s'entendre. essaye de créer quelque chose. Oui. Ouais. Le CFCM a été initié dans ce sens-là. D'ailleurs, avec l'accord, malheureusement ou heureusement, Des pays d'origine. ça ne fonctionne pas comme il faudrait, notamment pour une raison très simple, c'est que, ils n'ont pas coupé le cordon financier avec les pays d'origine. Officiel ou officiel. Exemple, le Maroc qui achète à tour de bras toutes les associations qui gèrent des lieux de culte et qui sont au bord de l'asphyxie. Donc du coup, on leur dit, vous voulez vous en sortir? Nous allons payer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont nos imams qui prêchent, etc. Et notre etc. discours religieux à nous. Notre discours religieux à nous. Alors, il se trouve que le discours marocain Oui, passe. passe parce qu'il est équilibré, Oui. mais on pourrait imaginer qu'un On a jour... demandé au Maroc de former des imams, hein, je crois, la France. Oui, a- et il y a toujours c'est l'accord. toujours- Oui, c'est c'est toujours le toujours cas.
Non. Et d'ailleurs, c'est très. Par exemple, moi, je suis absolument contre cette logique-là. Mais c'est très utopique. Parce que on a en France, je crois, il y a une ou deux écoles à peine qui forment véritablement. Officiellement, il y en a 2. En réalité, il y en a une dizaine. Voilà, une dizaine, mais sur 3500, Oui. est-ce que c'est suffisant? Je ne Non, crois pas. non. Donc on est obligé de faire appel à des imams formés à l'étranger, notamment au Maroc, Au Maroc, en Algérie, en Algérie Turquie. et Turquie. Essentiellement. Donc, Voilà. j'ai toujours pas la réponse à ma question. Mais tu l'auras pas, Christophe. Donc, bah oui, mais donc c'est pour ça qu'au bout d'un Donc, moment, moi, Emmanuel Macron, Macron parce que prend la pourquoi tu décision. Donc, moi, Macron, je t'organise. Il Mais te Mac- dit, je vous donne 15 jours pour vous organiser, moi je veux des Non, représentants. c'est pas ça. C'est que, alors, est-ce qu'on peut aller vraiment dans le détail du CFCM? Bah pas trop Quand- non plus, mais bon. Quand ça a été initié, Ouais. moi je pense que ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire je veux des interlocuteurs. Oui. Le problème, c'est qu'il est lié soit à des pays étrangers, Ouais. soit pire, il est sur le mode de représentativité qui est critiquable. Et ça a amené, et notamment pour nos auditeurs, les auditeurs doivent Je le sais pas si savoir. l'autre fille, t'es encore avec nous, là, on l'a oublié. Je pense qu'il est là, hein, le Bah, et s'il peut intervenir, il intervient. Il fait Les partie de la auditeurs, maison, hein. ils doivent le savoir, c'est que la représentativité au sein du CFCM, elle est liée Au notamment mètre carré. à 1 m². T'achètes un garage, Parce que vous ça avez eu devient un- une mosquée, Exactement. t'as droit à des représentants. Ah, mais Allons-y, pire, allons-y je vais vous jusqu'au dire bout. ce que ça a amené. Oui. Je vais vous dire ce que ça a amené. Ouais. Ça a amené Des à la ballons, course des à ballons. l'échalote. Oui. Des mosquées gigantismes qui ne servent uniquement que le vendredi ou les jours de l'Aïd. Et le jour de vote. Ou les jours de vote, effectivement. Pour qu'il y ait le balai des différents. Moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que vous savez, le budget de construction d'une mosquée moyenne, 3 millions au minimum. c'est hallucinant. Oui, Je vais pas minimum donner 3. je vais pas donner de nom parce que Si, j'ai si. trop non non, Oui. moi j'ai trop de respect. Si, il donne des noms. Non, parce que contrairement à ce Non, que c'est trop facile de tirer sur les gens qui gèrent, ils sont pas tous parfaits, c'est évident, mais qui gèrent les lieux de culte. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux et notamment pour nos aînés Oui. qui sont essentiellement sur le Mais terrain est-ce que vous régulièrement. avez, mais est-ce Ça que veut vous pas avez, dire est-ce que vous avez du respect pour la minorité, je dis exprès minorité, des patrons de mosquées qui gèrent avec sa Bien femme, sûr que sa non, bien classe. sûr que non. Bah, mais ça aussi, c'est un des problèmes qu'il faut régler un jour. Mais oui, mais elles sont franchement, Ouais. je connais pas les 3500 lieux de culte, Oui. mais honnêtement, ils sont très peu. Ils sont les plus nombreux. Je sais Vous savez pas, que je sur sais pas. 3500, il y a à peine 1 millier qui participent. Donc vous avez 2000, vous avez Non, mais 1250. cher Tariq, Et ceux-là, ils sont à l'extérieur. je Donc, ne nie absolument pas qu'il y a nous un sommes- business pour certains Je ne, d'entre elles. je ne leur reproche même pas le business. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'on est dans un pays dont on a parlé au début qui a des normes de fonctionnement. Oui, mais le problème, c'est que les gens ne connaissent pas ces normes. Voilà, on y va. Eh, les gens ne connaissent pas ces normes, Moi, tout simplement. moi, Moi, comme on va réponse- terminer là-dessus sur Voilà. un C'est comme la accord. laïcité. Voilà. Les gens parlent de Voilà. quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, non, mais Bah ouais. Moi, je suis embêté. j'allais dire, hein. c'est les Bah, autres je qui la m'appelle connaissent Emmanuel, peut-être je pas. sais pas à qui parler, moi. Mais nous, Comment voilà. Bah, je m'appelle Emmanuel, je sais pas à qui Voilà. parler. C'est ça. Mais dois moi, je convoquer pense que les musulmans. individus qui se réclament de l'islam ou qui se disent musulmans, mais moi, ils n'ont pas besoin d'être représentés. Non mais d'accord, mais oui, mais si j'ai envie de vous parler, j'ai envie de régler certains Si- problèmes si- dans cette communauté. Ah, je fais Si tu comment règles des choses Ah d'un oui, point de mais- vue. Cher Faïd, une question si vous permettez, Christophe. Aujourd'hui, l'Europe va décider que l'abattage ne doit plus se faire de vivants des animaux. Moi, j'appartiens à l'islam culturel, pas à l'islam cultuel. Et j'ai envie, parce qu'on m'a appris ça, de manger cette viande halal, donc égorgée. Le président de la République, les ministres de l'Intérieur doivent prendre une directive. Ils trouvent 3500 personnes qui leur disent oui, non. Moi, en tant que citoyen, comment je pourrais me reconnaître sans être dans le culte à 100% dans cette problématique? Ouais. Mais c'est ça, le le problème. problème C'est de ce qui- Tchouktchouka, en fait. Hein. Voilà. C'est schizophrénique, Oui, Ouais, voilà. c'est Voilà. contradictoire. Oui, bah oui. Mais On c'est dit comme ça. à longueur de journée, mais moi, je ne reconnais que Dieu dans mon culte, donc Ouais, du coup, ouais. j'ai pas besoin d'être représenté. Ouais. Mais on veut quand même que des gens qui parlent en Non, notre non, nom. non, 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 non. Mais j'ai pas Là, dit non, vous. non, non, là, vous te tournez la question. Moi, c'est lui qui dit, je ne connais que Dieu dans mon culte, et il suit, je voudrais manger halal, entre guillemets, et le gouvernement doit prendre une décision pour autoriser ou pas l'abattage. Il s'adresse à qui pour trouver un consensus pour que les gens acceptent ce que le gouvernement va faire? Eh ben, il se passe quoi chez les autres cultes? Ah ben, ils vont, que les dire. chrétiens, ils disent, on est d'accord. Par exemple, Les alors, juifs, ils disent, on n'est pas d'accord. Si on prend les chrétiens, Ils par ont un exemple, chef, oui. les chrétiens en France, Oui. ils ont un clergé en Oui, plus. oui, tout à fait. Eux, ils ont un clergé de manière très organisée. Bon. Mais ils n'ont Et- pas quelqu'un qui se lève le matin et dit, Est-ce que vous pensez- je suis prêtre. Est-ce que vous pensez véritablement Et que... ça, là, ton dernier mot. Est-ce que vous pensez véritablement que le clergé catholique en France représente les catholiques? Non, ils représentent On est d'accord. l'église. Eh ben, chez les musulmans, c'est Oui, la même chose. Oui, Bon, mais- merci. Merci beaucoup. On en L'autre termine fille, avec ce merci, débat. hein, on- Merci, l'autre fille, dans un instant.
Interview de Monsieur Son Excellence Après la l'ambassadeur pub, du j'espère. Sultanat d'Oman. Évidemment, évidemment. Juste après la pub. Ouais. Et on parlera un peu du Haut-Karabakh parce qu'il s'est passé des choses cette semaine. À tout de suite. Encore. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Farid Tamsamani et Tariq Mami. Et tout de suite, l'heure d'écouter une interview réalisée, enregistrée il y a 2 jours maintenant par Tariq Mami. C'est Monsieur Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sultanat d'Oman que vous écoutez maintenant. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Bonjour, vous êtes sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, alors cet enregistrement, nous sommes le 18 novembre. Le 18 novembre, c'est la fête nationale du Sultanat d'Oman. Et France Maghreb 2 a le plaisir de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sultanat à Paris, pour un entretien qui va nous permettre de poser les questions, comme d'habitude, quelques mois après l'accession au pouvoir donc, d'un nouveau sultan. Car pour les auditeurs de France Maghreb 2 et pour le français, le sultanat de Oman était jusque-là le sultanat du sultan Qaboos. Le sultan Qaboos est décédé début janvier, le 10 janvier de cette année, et le nouveau sultan est M. Haytham Ben Tarak qui lui a succédé le 11 janvier de cette année. Et nous allons donc à cette double occasion passer cet entretien. Monsieur l'ambassadeur du Sultanat d'Oman sur France Maghreb 2, on va passer à la politique étrangère de votre pays et on va commencer peut-être par une question de transition sur les relations entre le Sultanat d'Oman et la République française, notre pays. Et on a été surpris lors du premier confinement Covid-1 au mois de mars jusqu'au juin, qu'il y avait beaucoup de médecins omanais qui étaient en France en formation ou en stage. Et d'ailleurs, on en a reçu quelques-uns à l'antenne sur France Maghreb 2. On a été surpris que ces médecins décident de rester en France au lieu de rentrer dans leur pays. Pourquoi ce choix ? Donc, j'aimerais bien vous dire quand même les relations franco-omanaises, c'est une bonne relation depuis à peu près 300 ans. Et en ce qui concerne les médecins, on a à peu près 50 médecins spécialisés dans des niveaux de chirurgie, un niveau de formation spécialisée. Et l'ambassade, au moment de la décision de fermer les frontières, a présenté un billet d'avion de retour au Sultanat d'Oman. Et donc, les médecins, ils ont préféré de rester en France pour aider l'équipe médicale ici en France. Alors, ici, on peut expliquer ça, justifier ça par le côté humain. Donc, le médecin, avant tout, c'est un être humain, on va dire, complet par rapport à ça. Si on parle de la pitié, alors si on ne va pas attribuer cette notion de pitié au médecin, à qui on va attribuer cette notion? Donc, ce sont les médecins eux-mêmes, parce que par rapport à l'esprit omanais, d'idées, de collaborer. Donc, ils ont préféré de rester. Et même, il y a certains qui m'ont contacté personnellement, ceux qui étaient déjà partis au sultanat, qui voulaient revenir pour travailler avec leurs collègues médecins français. Si vous permettez, je précise ma question. Oui. Ils n'ont pas refusé de partir, ils ont fait le choix de rester pour aider les médecins français. Alors je précise aussi que pour les auditeurs de France Maghreb 2, que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a cité le terme de l'insan al-kamil, de l'homme entier, d'Ibn Arabi. Pour ceux qui écoutent France Maghreb 2, ils connaissent qui est Ibn Arabi, le philosophe, le soufi, qui rapproche les cultures entre les unes et les autres. Ambassadeur, si vous permettez, donc on va passer à la dernière partie de cet échange, de cette
interview qui couvre tous les champs de politique, culturelle et économique de votre pays, M. Razi Arraouas. La situation géographique, on ne choisit pas où on est, dit une chanson française, et on ne choisit pas quelles sont les frontières de son pays quand on est. La situation géographique de Oman est particulière. Elle est donc dans ce golfe, dans cette région des pays du Golfe arabe ou arabo-persique. Elle est en face de l'Iran. Elle est dans une région dans laquelle il y a la question palestinienne et israélienne. Oman est connu aujourd'hui pour avoir d'excellentes relations diplomatiques avec Iran. Et elle a reçu le Premier ministre israélien, M. Netanyahou. À France Maghreb, nous n'utiliserons pas, quand on pose la question, le mot normalisation, mais je pose la question, quel est l'état de relation du sultanat, à la fois avec l'Iran, rejeté par les États-Unis et des pays occidentaux, et Israël, rejeté par beaucoup et par la majorité des pays arabes. Bien, je vais essayer quand même de résumer, hein, d'accord. Alors, j'aimerais bien dire, pour répondre à votre question, donc, dans la région, d'accord, donc, il faut préciser que le sultanat d'Oman, c'est un pays arabe, bien distingué, qui vit dans le cercle arabe et régional. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire qui précise tout. Par rapport à la relation avec l'Iran, il ne faut pas oublier que l'Iran a colonisé le sultanat d'Oman. Et en même temps, le sultanat d'Oman a colonisé à une période donnée l'Iran. Donc, la politique du sultanat d'Oman, dans cette histoire-là, on a tout vécu. On a connu les guerres, les conflits, la paix. Donc, pour nous, Sa Majesté, que Dieu le bénisse, son âme, le sultan Qaboos, a créé cette école, ce qu'on appelle l'école de paix. D'accord. C'est une doctrine de paix. Il a encouragé le dialogue, la négociation avec les autres, et on peut penser et dire que l'égalité, la justice, ce sont les choses les plus importantes. Il faut ajouter également, donc un point que son Excellence a ajouté, on partage avec l'Iran, d'accord, la mer, d'accord, le détroit de Hormuz, ok, donc, et la partie omanaise dans ce détroit, ce qui permet davantage de naviguer. Hein. Donc, il y a une meilleure dans ce détroit qui fait partie du sultanat d'Oman. Donc, il faut dire à un moment donné, même le sultanat d'Oman a colonisé le port Bandar Ali, Abbas Ali. Ça veut dire qu'on connaît le pays. Les Iraniens aussi nous connaissent. Donc le choix maintenant, est-ce qu'on vit l'Iran quand même, c'est un grand pays qui a sa culture, qui est fier de sa culture, d'accord. On pense, alors la question, est-ce que de vivre avec ou entrer en conflit? Donc le choix de la paix, le choix de la paix est primordial pour nous. Pour la question et l'affaire palestinienne, donc on aimerait bien dire que le sultanat d'Oman est avec les droits des Palestiniens, donc, et le sultanat d'Oman est avec tous les décrets internationaux, d'accord, qui réclament l'existence de deux pays. Si aussi le sultanat d'Oman respecte les pays voisins, si les Émirats arabes unis ou le Bahreïn, ils ont décidé de normaliser ou d'entrer en relation avec Israël, c'est leur choix et leur libre décision. Mais le sultanat d'Oman réclame également que Al-Quds soit la capitale, l'est de Al-Quds est la capitale des Palestiniens. Et les Arabes, il ne faut pas reconnaître un point important, que les Arabes, ils ont avancé les dialogues, les négociations, d'accord, avec Israël. Donc, si, on va dire, les Israéliens acceptent certains points, les droits des Palestiniens, et puis la reconnaissance de l'existence de deux États, donc dans ce cas-là, oui, donc on peut parler
de normalisation. Par rapport au voisinage, un dernier point, le voisinage avec certains pays arabes, donc j'aimerais bien mentionner ici le conflit, la guerre qui existe au Yémen. Donc c'est un sujet très important que nos générations, les générations futures, elles ne vont pas oublier cette guerre contre le Yémen. Donc il existe beaucoup de maladies, choléra, famine, beaucoup de problèmes que les Yéménites affrontent. Donc, j'aimerais bien, et je fais un appel ici à tous les partis yéménites de se réunir, d'accord, de travailler ensemble pour trouver une solution. Parce que la coalition est venue pour aider, bien sûr, mais à un moment donné, la coalition ne va pas durer à l'éternité. Donc, la solution est entre les mains des Yéménites, mais moi, de ce siège-là, j'appelle toutes les organisations internationales, tous les pays et le gouvernement de venir en aide à la population yéménite. Je précise que nous sommes toujours en interview avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur Razi Arawas, qui est donc l'ambassadeur du Sultanat de Oman ici en France, que cette interview est donc effectuée en langue française. Monsieur l'ambassadeur reprend en langue arabe et le texte de l'intervention de Monsieur l'ambassadeur en langue arabe est traduit en langue française, que vous aurez donc un peu plus tard la version en langue arabe de son Excellence Monsieur l'ambassadeur et en français aussi, de manière à ce que chaque auditeur qui comprend la langue arabe ou la langue française puisse retrouver les mots exacts. Merci Monsieur l'ambassadeur. Avant de terminer donc cet entretien, 3 points rapides. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir précédé ma question sur le Yémen. Vous y avez répondu avant que je pose la question. Le deuxième point, donc, si je comprends votre discours sur les relations israélo-romanaises, palestino-romanaises, la ligne politique serait pas d'établissement de relations diplomatiques tant que les Palestiniens n'auraient pas donc leur droit à leur terre, et à leur État. Et à la fin, donc, je vous laisserai quelques minutes pour que vous puissiez dire ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de France Maghreb 2. Donc, j'aimerais bien préciser concernant les relations entre Arabes et Israël. Donc, je vais parler des pas. Donc, quand il y a un pas de la part d'Israël, donc, les pays arabes, ils vont avancer aussi d'un pas. Donc, ce qui conditionne cette relation, c'est le rapprochement. Donc, au contraire, donc, on est toujours partisan pour la paix, mais il faut quand même, ce rapprochement, il y a un pas qui va venir de la part d'Israël pour que nous puissions aussi aller aussi vers l'Israël. Et avant de terminer, j'aimerais bien vous remercier de m'avoir invité à cet entretien. Et j'aimerais bien dire que le Sultanat d'Oman, c'est un pays qui aime, qui est ouvert vers les autres, vers le monde. D'accord ? Et alors, j'invite, d'accord, tout le monde de visiter ce pays magnifique, un pays grand et reste grand. Merci, Monsieur Razi Arawas, ambassadeur du Sultanat d'Oman à Paris. Et j'espère que le prochain entretien se fera en vis-à-vis parce que nous aurons tous vaincu le Covid et que relations humaines reprennent leur place. Parce que c'est agréable de faire une interview par les moyens techniques, mais ça l'est encore plus quand on fera la prochaine interview en présence les uns des autres. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, c'est un extrait de l'interview qu'il vous a accordé, cher Tarek. C'était dans la semaine, c'était le 18 novembre pour être précis. C'était à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Dans tout le monde arabe, ce pays, c'était un roi, puisqu'il est arrivé, je crois, en 70 au pouvoir. Donc c'était le sultan Qaboos. Et aujourd'hui, les gens s'habituent au nom du nouveau sultan qui s'appelle Haytham Ben Tarek. Très bien. Et on n'a rien à voir, ça s'appelle pareil, mais on ne se connaît pas. Magnifique pays. Ah oui. Ah oui. Ah oui, extraordinaire. Moi j'y étais, on tombe amoureux. Ah oui, c'est un très 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 beau pays. Qu'est-ce qui le différencie des autres États voisins ? Tu parles de qui ?
des États De voisins. Oman par rapport au Par rapport au Koweït, Yémen. par rapport Ouais, au... Non, le voisinage de mémoire, c'est quand même le Yémen, l'Arabie Saoudite. Le Yémen et l'Arabie Saoudite. Voilà, et bon, l'Arabie Saoudite a quand même une grande histoire aussi. Voilà. Et en face, l'Iran. Et en fait, c'est ce qui fait sa richesse. En fait, les Omanais, qui sont sunnites, si je dis pas de bêtises. Non, ils sont ibadites. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse. En fait, on en revient toujours à l'histoire, en fait. Oui, c'est bien pour sûr. ça que c'est extraordinaire. Oman, physiquement, c'est magnifique, Ouais. mais la population omanaise, enfin, Oui, le oui, peu que j'ai oui, pu oui, côtoyer, elle a quelque chose de différent. Tout à fait. Et ce quelque chose de différent, c'est parce que, justement, La mer et les mélanges. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qu'on a abordé cette semaine avec Emmanuel Dupuis sur la diplomatie française. Et Emmanuel Dupuis nous a expliqué dans un papier qu'il a écrit pour France Maghreb 2 que la diplomatie française, depuis Macron, il s'est démarré en tout cas depuis Macron, est complètement à la ramasse, pour le coup. Et prenons en exemple pas mal de sujets. Et le dernier en date, le Haut-Karabakh, avec donc ce cessez-le-feu, accord de paix qui devrait être signé, si je ne m'abuse. Il a si je dis pas été de bêtises. signé. Et ce n'est pas un accord de paix, si vous permettez, cher Christophe. Je parlais d'un cessez-le-feu, Oui. dans un premier temps, Ouais. qui se dirigerait vers un accord de paix. Il n'y aura, Dans il y aura dans- jamais dans d'accord 10 de ans. paix. Voilà, dans 10 ans, il y a une nouvelle guerre, à mon avis. Dans 10 ans. Alors, et la France, qui se retrouve où pas forcément toujours du bon côté de l'histoire. Je vais laisser Cher commencer. Et Alors ça, on c'est a l'impression que l'histoire qui le dira, ça, Christophe. Macron a un petit peu, en matière de diplomatie étrangère, un peu de mal, en tout cas à en croire Emmanuel Dupuis, il est à la peine. Alors ça dépend quelles affaires étrangères dont on parle. En fait, les affaires étrangères, c'est pas Macron, contrairement à ce que l'on pense. Il peut donner sa touche à lui, mais en vérité, le MAE, ou en tout cas la politique des intérêts français, elle est beaucoup plus importante que le seul président de la République. Ça dépend de qui tient le Quai d'Orsay. C'est surtout le Quai d'Orsay Ouais. qui a une doctrine qui est très très lourde, qui est très difficile à faire bouger, il faut pas se mentir. Maintenant, sur ce conflit précisément, il y a une notion historique, c'est lors du génocide arménien par l'Empire ottoman, la France a fait partie avec la Russie des rares pays et les États-Unis, je crois, des rares pays qui ont accueilli cette communauté-là et ce peuple-là. Donc du coup, la relation est très complexe d'une certaine manière. Elle est plutôt émotionnelle plus que sur des intérêts, parce que, si je dis pas de bêtises, mais les intérêts de la France en Arménie et en Azerbaïdjan, en vérité, ils sont plutôt peanuts. Il y en a peut-être, à mon avis, il y en a peut-être même plus en Azerbaïdjan qu'en Arménie, d'un point de vue des flux financiers, à mon avis. Mais, et pourtant, la France soutient bec et ongles l'Arménie, pour une raison très simple, c'est que une bonne partie de la diaspora arménienne sur la planète, en partie, est sur le territoire français. Et je pense que si demain, ce que je ne souhaite pas, je dis une bêtise, la Tunisie avait un conflit avec un pays, avec l'Italie, non peut-être pas l'Italie, mais avec l'Algérie, ça serait pareil en vérité. Non, mais allez, si on prenait un pays lointain. Je vais dire une chose. Mayotte c'est la France. Mais les Comores, par exemple, si les Comores avaient un problème avec le Mozambique, parce qu'ils sont un peu, c'est la région. La France, historiquement, même si elle a plus de relations économiques avec le Mozambique aujourd'hui qu'avec les Comores, en vérité, elle soutiendra toujours. Une guerre entre le Mali et l'Algérie. Je pense qu'il n'y aura jamais de guerre entre le Mali et l'Algérie et que la France, ça soutiendrait les deux en vérité. Ou une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Entre eux l'Algérie et le Maroc. Il n'y aura pas de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et dans ce cas-là, il y a de grandes chances que la France soutienne davantage l'Algérie que le Maroc. Pas du tout. Si je peux dire un mot donc, sur l'Azerbaïdjan. Mais il n'y aura pas de conflit entre les deux. Je vous en fait, la France a participé au découpage de l'Empire ottoman. Oui. Et la France, dans le cadre du massacre des génocides arméniens, ici à France Maghreb 2, on en a parlé, donc on sait de quoi on parle. La France n'a pas accueilli les Arméniens, n'a pas été les chercher, mais comme, j'allais dire, le premier pays en face, une fois qu'ils sont partis de là-bas, c'est la France, et sont arrivés en France, et une minorité des Arméniens arrivés en France ou partis aux États-Unis.
Les autres sont restés ici. C'est un peu comme les Libanais d'ailleurs. Oui, et ils ont transité essentiellement par Marseille d'ailleurs. Oui, oui, ils sont restés à Marseille. Il y a plus d'Arméniens à Marseille. Est-ce que je peux vous couper 2 secondes là, parce qu'en fait ça me tracasse ce que j'ai dit tout à l'heure sur. En fait, en termes de diplomatie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand tu me poses la question, Christophe, de s'il y a un conflit entre l'Algérie et le Maroc, ce que personne ne souhaite naturellement. Et ma réponse, en fait, elle était trop simpliste. Ce que je veux dire par là, c'est que émotivement, la France a beaucoup plus de liens et de relations avec l'Algérie, ça s'appelle l'histoire, qu'avec le Maroc. Pour différentes raisons. Ça ne veut pas dire qu'elle soutient. Mais aujourd'hui, dans ce qui se passe au Sahara, elle est plutôt côté non, mais carrément, Maroc on l'a dit. que côté Algérie. On parle du Sahara occidental. Oui. La France a le Maroc. Mais sur ce conflit-là, on a salué le Maroc. C'est compliqué de ne pas saluer le Maroc sur ce conflit-là en même temps. Alors, moi, sur ce côté-là, cher Christophe, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une politique étrangère de la France sous De Gaulle, Giscard, Mitterrand aussi, on peut le dire, jusqu'à fin de la période Chirac. Que l'arrivée de M. Sarkozy, on n'est pas d'accord, c'est notre truc. J'allais dire, c'est une vision de droite. Giscard et Mitterrand, il y a quand même considérablement différent. Dire que Mitterrand avait une politique pro-arabe, ça me fait doucement rire. Non, j'ai pas dit. J'ai dit, il avait une politique étrangère globale qui était. Ah oui, c'est lui qui a donné l'arme atomique à Israël. Oui, non, mais qui c'est. Non, alors ça, c'est pas lui. C'est qui ? Non, c'est Guy Mollet. Puisque vous voulez qu'on ouvre les dossiers. Oui, allons-y. C'est Guy Mollet. Écoutez. Et lui, il n'était pas Premier ministre. Et il était pendant une période ministre de l'Intérieur, mais pas avant, pas après. Et c'est le Quai d'Orsay dont vous parliez tout à l'heure qui a ouvert un bureau à M. Shimon Peres. Et Mitterrand n'était pas au Quai d'Orsay, qui était plus fort qu'aujourd'hui. Donc pour moi, donc il y avait une espèce de continuum de la politique étrangère française, de Gaulle jusqu'à fin Chirac. Sarkozy a quand même est rentré à l'OTAN contre. Non, il n'est pas rentré à l'OTAN. Non, il ne faut pas dire. Il est rentré dans le commandement militaire de l'OTAN. C'est pas la même chose. Non, mais attendez. La France a créé l'OTAN. Oui, non, mais vous savez très bien, et j'explique aux auditeurs, mais c'est pour aller vite, pour donner quelques éléments, parce qu'il reste 2 sujets pour Christophe. Chirac a refusé de rentrer dans le commandement militaire de l'OTAN. Si vous voulez qu'on parle. Non, mais on le parle. Non. Je vous enverrai la lettre, et il dit on y rentre à condition. Est-ce que je peux compléter, si je peux me permettre ? Oui, attendez. Il dit, on y rentre, mais la France doit avoir la direction du front sud Méditerranée. Alors, il s'est passé quoi finalement ? Il l'a pas obtenu. Il s'est passé que les Français étaient dans l'OTAN, les militaires français agissaient dans l'OTAN, sans commandement. Oh, excusez-moi. Et Sarkozy vient et sonne le papier. Et il dit quoi, Sarkozy ? Il applique bah, précisément la doctrine de Chirac, de dire, écoutez, vous êtes mignons de prendre nos militaires et on paye, mais dans ces cas-là, nous aussi, on va avoir notre droit de... Ils ont rien. Et finalement, il les fait rentrer. Non, oui, ils sont rentrés dans le commandement sans avoir de titre. Alors que l'autre... De quoi ? De titre ? Les militaires français ont toujours agi à l'OTAN. Chirac dit pour pouvoir... Le siège de l'OTAN était où d'ailleurs ? À Paris. Où ça, précisément ? Dans le 17e place... Il est pas dans le 17e, il était dans le 16e. Dans le 16e, c'est l'ancien palais de l'OCDE. Et physiquement, les militaires, ils étaient où, précisément ? Ils étaient en région parisienne, à Louvciennes. Pourquoi Chirac n'est pas rentré ? Puisqu'on a une question en fait, c'est magnifique ce que certains peuvent réécrire l'histoire, notamment avec Chirac. Chirac n'a jamais quitté l'OTAN. Il n'a pas quitté, même De Gaulle n'a pas quitté l'OTAN. Exactement, ils l'ont créé, c'est De Gaulle qui l'a créé. Non, mais il n'était pas dans le commandement. Alors, pour revenir pour moi à cette politique, c'est-à-dire qu'il y a eu cette politique continuum de Gaulle jusqu'à Chirac. Sarkozy, pour moi, a changé la donne. Hollande ne savait pas où il couchait, et je lui ai dit d'ailleurs une fois, parce qu'il est super, il entend. C'est pas le genre de type qui vous dit pourquoi vous dites ça. Donc, machin. Et tout le monde pensait que Macron allait avoir sa politique extérieure. Et il se retrouve avec celui qui était ministre de la Défense de Hollande, ministre des Affaires étrangères, donc il y a une espèce de continuité de l'État qui ne veut pas le reconnaître. Il est plus ministre de l'Afrique qu'autre chose. Oui, mais officiellement, truc. Et donc vous avez ce problème, c'est que ceux qui ont mis beaucoup d'espoir dans une politique souveraine française avec Macron, aujourd'hui, si je peux me permettre, c'était des grands naïfs. Oui. Franchement, Macron avoir une politique étrangère. Vous ne saviez pas en 2016. Ah, moi je le savais complètement. Vous ne le saviez pas en 2017. Là, aujourd'hui, vous découvrez. Et donc, pour revenir au Haut-Karabakh, le drame de la presse française et des politiques français, c'est que, y compris un super reportage qui a été fait, nous recevrons peut-être le journaliste sur Paris Match,
quand vous voyez, vous comprenez ou vous croyez que le territoire au Karabakh et les 7 districts, cher Christophe, appartiennent à l'Arménie et qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan vienne occuper un territoire qui n'est pas le sien. Et historiquement, ces territoires appartiennent en gros depuis 1870 à l'Azerbaïdjan. En 1920, tout le monde dit que c'est Staline qui a donné ce territoire. Staline n'était même pas dans le comité qui a voté. Il était à Moscou. Il a approuvé ce qui a été fait. Et à ce moment-là, la Russie révolutionnaire, communiste, a confirmé ce droit en donnant une autonomie au Haut-Karabakh. Et quand l'URSS va tomber, donc en 87-93, l'Arménie, à l'époque plus forte militairement, a occupé des territoires qui ne sont pas les siens. Et malheureusement pour eux, ils viennent de le perdre. Moi, ce qui m'angoisse dans toutes ces histoires, quand je parle de Palestine, quand je parle de Bosnie, quand je parle de l'Arménie, sincèrement, c'est pas ce que les hommes politiques ont fait. C'est toujours ce que le peuple a subi. Et quand vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu en Azerbaïdjan, surtout en 93, presque 30 000, et aujourd'hui on parle de 5 à 10 000, c'est des êtres humains qui meurent parce que les batailles entre hommes politiques, c'est pire que les égos entre les chefs de l'islam de France. Bon, allez, on accueille dans un instant la belle histoire. Quel sera le titre de la chronique ce soir, la belle histoire? En démon et en daval. En démon et en daval. Ah, très bien, très bien, très bien. Je vois un petit peu la référence. À tout de suite sur France Maghreb 2 pour la conclusion de cette émission et de cette semaine avec la belle histoire. Et comme chaque vendredi, il est là pour nous donner un petit peu la conclusion de cette émission. Et il s'appelle La Belle Histoire sur France Maghreb 2 avec le titre de cette chronique que tu nous rappelles. En démon et en daval. En démon et en daval, on t'écoute, c'est parti. Cette semaine, on en parle beaucoup au point que cela fasse médiatiquement jeu égal avec le marronnier que constitue l'islam. Il s'agit de la tragique histoire de Jonathan Daval, accusé de manière présumée, car son jugement n'aura lieu que demain en fin d'après-midi, accusé de manière présumée d'avoir tué sa femme Alexia. Le procès ayant lieu en ce moment montre l'arme de destruction massive que constitue le média mainstream dans ce type de faits divers où l'histoire fascine autant que la justice qui doit être rendue. Au fond, nous ne savons pas, tant que le feuilleton passionne et déraisonne les foules, si le travail a été fait en amont et en aval. Le résultat en tout point rend l'accusé, selon les pseudo-journalistes, en tout cas le travail réalisé en démon et en daval, rend jusqu'à son paroxysme, le voyeurisme à un niveau rarement inégalé. Eh bien, c'est parfaitement la même chose avec l'islam. Islam, le matraquage médiatique ininterrompu, traité désormais comme un marronnier, même tant quand l'actualité immédiate ne l'impose pas. Le président de la République, Emmanuel Macron, a exigé du CFCM, le Conseil français du culte musulman, une charte des valeurs républicaines et de la création en son sein d'une CNI, non pas carte nationale d'identité, LOL, mais Conseil national des imams, qui certainement fera le tri entre les imams halalement républicains et d'autres haramment séparatistes. Comme dirait chère mamie, tu t'organises ou je t'organise. Ultimatum suprême avant que la République ne déclare la guerre. Plus que Pierre Jox-Four, le sauvage enchevênement et l'acte fondateur de Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca, tapant du poing sur la table, et comme dirait Nagui, nous, musulmans, nous n'oublierons pas les paroles. Et l'humiliation associée à l'ultimatum face à cet erratum de loi que l'on appelle hypocritement par les Hippocrates de technocrates, loi confortant les principes républicains. La défaite de la République en toutes lettres. On impose le terrorisme de l'exigence au plus haut niveau de l'État. Mais vous verrez, tout cela finira en caricature. Jupiter, ne se suffisant pas d'être le maître de l'univers, veut devenir contre nous, envers et contre nous, le pape de l'islam. Et il y a islam et islam, l'islam véridique et l'islam mensogique. Vous connaissez Goumi le Chat ? Eh bien, c'est un personnage qui prétend être un imam, que politiquement et médiatiquement, le tout Paris adulte jusqu'à bénir le drapeau français avec la Fatiha, MDR. C'est ça la laïcité ? Chalgoumi n'a pas compris les couleurs nationales. C'est un bleu en islam, Vite. N'a pas réussi son bac blanc de français et nous met, nous musulmans, rouges de honte. Franchement, j'ai envie de me casser de ce pays. Et comme Salim, construire ma petite cabane au Canada et méditer au fond des bois. Je terminerai simplement cette chronique en vous disant
islam, islam, islam. Ce grand corps malade qu'est la France devrait se lancer dans le slam. D'ici là, je vous dis salam et à la semaine prochaine. Merci la belle histoire, merci Tarek Mami, merci Farid Tamsamani, merci à tous de nous avoir écoutés. Et rendez-vous dès lundi, il est pile 18h. Vous écoutez bien France Maghreb 2 dans un instant. Parlez Islam avec Samir Abslam, le journal des RFI tout de suite.